Alors vous avez peut-être vu passer ça il y a peu, on aurait retrouvé des traces de pas de dinosaures dans le lit d'une rivière asséchée aux États-Unis. Alors fake news, découverte incroyable ou révolution scientifique? Alors non, non et non, mais on va voir ça un petit peu plus en détail. Salut les trilobites, alors je suis content, il y a un sujet dont je voulais parler depuis longtemps et j'attendais la bonne occasion, et bien là voilà, je l'ai la bonne occasion, celle de parler d'ichnologie, plus particulièrement de paléoichnologie. Bon, encore une fois, des mots qui font peur pour pas grand chose, hein, puisqu'en fait ça désigne juste la discipline qui étudie les traces de formes de vie. Mais les traces au sens littéral cette fois. Pas les squelettes, mais tout ce qui peut être laissé par la bestiole. Il y a plusieurs catégories avec des noms improbables que je vous mets juste ici, parce que si je me risque à essayer de les prononcer, on sait ce que ça va donner. Mais en gros, c'est les traces de pas en tout genre, d'habitations comme les terriers, dont de vertébrés, ou de vers par exemple. Les traces qu'ils laissent pour creuser, comme j'ai déjà vu. Ou même un autre truc qui est bien plus intéressant qu'il n'y paraît, les coprolites. C'est le caca fossilisé. Alors oui, je sais, c'est rigolo le caca, hein, mais surtout c'est très intéressant rien que pour savoir ce que mangeait tel ou tel animal. Mais aujourd'hui on va rester sur du classique, du facilement observable, hein, c'est-à-dire des empreintes de pas, mais pas n'importe lesquelles, hein, des empreintes de pas de dinosaures qu'on aurait retrouvées aux États-Unis, et vous allez voir que rien que sur ça il y a déjà beaucoup de choses à dire. Mais encore une fois, il va quand même falloir que je vous explique pourquoi j'ai voulu faire ce sujet de vidéo. Hein. Alors déjà premièrement c'est parce que je voulais parler de traces de pas depuis longtemps. Hein. Et du coup cette histoire là aux États-Unis a fait quand même pas mal parler d'elle. Du coup ça a fait des articles sur des réseaux comme Facebook. Et deux, j'ai voulu aller voir du coup les commentaires en question sous les articles qui en parlent. Et là... Et ça, vraiment, c'est juste en scrollant quelques secondes, hein. Je vous jure que j'ai pas eu à chercher très longtemps. Hein. Alors, depuis quelques années, je me suis habitué au complot de Big Pharma, de la Terre plate, les reptiliens Illuminati. Hein, depuis peu, il y a aussi, on n'a pas marché sur la Lune avec Thomas Pesquet, il y a aussi le réchauffement climatique qui est un complot des vendeurs de climatiseurs. Déjà plus étonnant. Hein. Mais alors, celui de les dinosaures n'ont jamais existé, je vous avoue que je pensais pas que c'était aussi répandu que ça. Hein. Franchement, un jour, il faudrait que je fasse un live ou une vidéo sur ce genre de commentaires là, que je trouve sur les réseaux, hein, qui... Bon, j'en rigole là, mais honnêtement, ça me fait un peu peur. Hein. Au moins, ça me donne une bonne raison d'en faire des vidéos, hein, de rester dans la vulga plus que jamais. Hein, et du coup, je vais vous montrer exactement ce qu'on a retrouvé et comment, et voir qu'en fait, c'est juste logique. Oui, il y a beaucoup de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, mais je trouve ça important d'expliquer tout ça. On va commencer par le début. C'est quoi une trace de pas de dinosaure fossilisé? Eh bien, c'est quand un dinosaure ou n'importe quelle autre bestiole marche sur un sol meuble, boueux, etc., qu'il laisse une trace et que ça se fossilise. Oui, c'est simple, mais je vois pas trop comment l'expliquer autrement. Hein. Par contre, qui dit fossilisation dit un phénomène bien particulier, et du coup là, on touche à la géologie, et du coup, on va accueillir quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi là-dedans. Salut Cédric. Salut, mais vous êtes qui? Christopher, de la chaîne Christo, les cailloux et tout. On m'avait dit que j'aurais Valentine de Séance de Comptoir, mais non, c'est pas grave, hein, on va faire ça. Hein. Merci, ça fait plaisir. Pardon de ne pas être un assez grand youtubeur pour Monsieur Cédric Jurassic. Non, mais faut pas le prendre comme ça, c'est pas ce que je voulais dire. Du coup, je suppose que je dois me considérer comme un roue de secours. Bon, au moins, ton numéro est au niveau de la chaîne, alors bon, tentons, hein. Bon, du coup, tu nous as parlé d'empreintes fossilisées, mais bon, ça serait bien de savoir comment ça se forme. Alors déjà, pour avoir une empreinte fossilisée, ce qu'il faut, c'est une empreinte. Incroyable, n'est-ce pas, hein? Et je regrette déjà mon choix. Alors, une empreinte... que ça soit dans le sable ou dans de la boue, on en a tous déjà fait au moins une fois dans sa vie. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment ça se forme? Une empreinte, pour que ça se forme, il faut 3 choses, 3 forces, 3 piliers qui empêchent l'univers de s'effondrer. Ok, on va se calmer un peu.
D'abord, il faut un substrat. Du sable, du limon, de l'argile, bon, le truc sur lequel le pied ou la patte, en général, hein, va se poser. Et déjà, il faut que ce soit meuble, parce que tu peux faire marcher un diplodocus sur une dalle en granit, hein, pas de problème. Bon, la dalle va se fendre, mais t'auras jamais d'empreinte. Il faut donc une roche meuble qui soit faite de grains, alors ça peut être des gros grains de sable, ou ça peut être des tout petits grains pour former de la boue, des grains d'argile. Mais attention, parce que dans ce cas-là, la taille, elle compte. Vous avez déjà essayé de faire une belle empreinte dans du gravier? Au mieux, vous allez faire un creux, mais bon, pas de quoi discerner quelque chose en particulier, un orteil, une empreinte de peau, etc. Pour que ça moule la pâte correctement, eh ben, il faut que le grain il soit petit. Soit de la taille d'un grain de sable, soit encore plus petit, donc la taille d'un grain de limon ou d'un grain d'argile. Plus le grain il est fin, et plus il y a de chances d'avoir des détails, parfois jusqu'à l'empreinte de la peau de la plante du pied. L'eau, c'est le deuxième élément important. De l'argile ou du sable, si tu le mouilles pas, ça fait que de la poudre, hein, et au moindre coup de vent, ça va se barrer. L'eau, elle va garder les grains de sable ou les grains d'argile collés le temps que la pâte appuie et s'imprime dans le sédiment, quoi. Et typiquement, s'il faut de l'eau, eh ben, les empreintes elles vont pas se fossiliser dans n'importe quel environnement. Les meilleurs endroits pour que ça se forme, ça va être les fonds marins, parce que là, c'est pas l'eau qui manque, et puis en général, c'est de la boue qu'il y a au fond de l'eau. Ça va être les berges de lacs, les berges de cours d'eau, les plages. Jusque-là, avec de la terre et de l'eau, on peut faire une bouillasse assez consistante pour faire une empreinte. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle résiste au temps, à l'érosion en l'occurrence. Si une vague repasse, ou s'il y a un coup de vent, ou si ça gèle pendant l'hiver, l'empreinte, elle va très vite être détruite. Les bords, ils vont s'éroder, et puis l'empreinte, elle va se combler petit à petit, et puis on va se retrouver avec un truc tout plat, comme à l'origine. Il va donc falloir une troisième chose pour que ça maintienne le tout bien cimenté, en fait. Une empreinte, par définition, c'est un trou. Suffit qu'il pleuve, ou qu'il y ait une humidité importante dans l'air, hein, et très vite on va se retrouver avec de l'eau stagnante. Eau stagnante qui est un vrai bouillon de culture parfait pour que des microbes prolifèrent. C'est d'ailleurs pour ça qu'en situation de survie, la dernière chose à boire c'est de l'eau stagnante, sinon vous allez choper la chiasse, ou pire que ça. En général, les microbes qui prolifèrent dans ces eaux stagnantes, c'est des bactéries. Alors des bactéries, il y en a des tas de sortes. De 1, je suis pas spécialiste des bactéries, et de 2, ça sert à rien de s'étaler sur le sujet de leur diversité. Mais par contre, des bactéries en eau stagnante, vous en avez probablement déjà vu. Une flaque d'eau avec une espèce de bouillie verte, par exemple, sur le contour. Ou par exemple, l'eau à la surface d'un aquarium, qui prend un aspect un peu huileux. Tout ça, ça va être des bactéries. On appelle ça des voiles bactériens à la surface de ces eaux stagnantes. Quand le niveau de l'eau il baisse, le voile bactérien, il fait comme une espèce de gélatine et il va recouvrir le bord de l'empreinte qui reste. Ça va coller les grains de sable ou les grains d'argile en les recouvrant et ça va aussi les protéger de ce qui va leur arriver sur la tronche. Du vent, du gel ou des sédiments qui vont se mettre par-dessus. Du coup, l'empreinte elle va survivre plus longtemps, ça va lui laisser plus de chances d'être ensuite recouverte par une autre couche de boue qui va sceller et protéger le tout. Et si au bout de plusieurs millions d'années, l'érosion décape les bonnes couches au bon endroit, alors avec un peu de chance, ces empreintes elles peuvent refaire surface. Mais attention, parce que ensuite, dès qu'elles sont à la surface, c'est plus qu'une question de temps avant que l'érosion reprenne le boulot et que au fil de quelques années, les empreintes disparaissent complètement. Merci Christo, le lien de sa chaîne sera dans la description et à la fin de la vidéo si jamais la géologie vous intéresse. Un sujet plus intéressant qu'on pourrait le croire à première vue, un peu comme les coprolites. Voilà, je suis désolé de cette comparaison. Du coup, maintenant qu'on sait comment se forme un fossile, je vais me servir des commentaires comme par hasard que j'ai vus sous les articles qui en parlent. Si vous voyez pas ce que je veux dire, vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre. Mise en situation. Alors oui, on a retrouvé des empreintes de dinosaures, mais non pas une ou deux, mais toute une piste d'empreintes de dinosaures, oulala, comme par hasard. Alors, ça peut paraître condescendant, hein, mais je vous avoue que c'est comme ça que je vois les gens qui posent ce genre de questions. Alors, attention, parce que se poser des questions, c'est bien. Il y a des gens qui se posent des questions parce que le ou les sujets les intéressent. Et ça, je les aime bien. Et il y a d'autres personnes qui posent ce genre de questions sans attendre de réponse, mais juste sous-entendu, oulala, je comprends pas, c'est trop bizarre, du coup on nous ment, là je les aime beaucoup moins. Mais si vous êtes sur cette chaîne, il y a quand même de grandes chances que le sujet vous intéresse et donc que vous fassiez partie de la première catégorie, et c'est pour ça que je vous aime bien. Alors, on a retrouvé toute une piste d'empreintes et non pas une seule. Oui, et c'est logique. Ce qui aurait été étonnant d'ailleurs, c'est de retrouver qu'une seule empreinte.
C'est déjà arrivé, mais c'est plutôt rare, hein, puisque la normalité, en fait, c'est de retrouver des pistes d'empreintes. Parce que bon, maintenant qu'on a vu comment se formait la fossilisation, avant ça, il faut que la bestiole en question marche sur un sol, que ce soit, je sais pas, les bords d'une rivière, un littoral, dans la vase, dans de la boue, je ne sais pas quoi encore, donc des endroits en général grands. Hein. Et même si certains dinosaures étaient très grands, comme n'importe quel animal terrestre, ils marchent en mettant une patte devant l'autre. Du coup, c'est logique de retrouver des pistes entières. Mais on y reviendra. Alors j'ai vu aussi pas mal de trucs du genre « Ouh là là, c'est trop bizarre, elles sont trop nettes, elles sont restées intactes depuis tout ce temps alors qu'elles auraient dû être effacées par le courant, comme par hasard. » Alors plusieurs choses à dire. Déjà, est-ce qu'elles sont si nettes que ça? Alors bon, si on se fie aux photos postées, d'ailleurs en général c'est toujours la même photo postée sur les articles en question, alors oui, elles peuvent paraître nettes, mais ça c'est la magie de la photo. Tu vas à tel endroit, tu prends celle la plus nette, tu prends le bon angle, la lumière et paf, c'est sexy, c'est vendeur, c'est parfait pour mettre ça sur Facebook. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on était sur place? Eh bien vous savez quoi? Je vous y emmène tout de suite. Allez, en route pour le Texas, yeah! Bon, en fait, c'est faux, c'est pas ma vidéo, hein, mais celle du youtubeur américain Aaron Ra qui aime bien tailler du créationniste sur sa chaîne. Il est paléontologue et surtout du Texas, et donc c'est pratique, il a pu aller directement sur place, ce qui va être bien pratique pour voir ça sous tous les angles. Et on voit que déjà, il a fallu pas mal déblayer, virer la boue qui était dedans, et que c'est que après ça qu'on commence vraiment à voir quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai, il y en a certaines qui sont très propres, où l'on voit bien les contours des trois doigts et tout, mais il y en a d'autres qui, si elle n'était pas à la suite, on n'aurait aucune idée de ce que c'est. Hein. Et oui, la boue c'est bien liquide, donc forcément une fois la pâte retirée, ça a tendance un peu à reboucher le trou. Mais ça aussi on va y revenir un peu plus tard, parce que ça a donné une situation très incongrue, on va dire. Ouais, j'ai utilisé le mot incongru en 2022. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà, elles sont nettes, oui, trop nettes. Bon, surtout qu'on a déjà retrouvé des trucs tellement bien conservés qu'on voit carrément les écailles sous les pattes du dinosaure en question, etc. Là, celle du Texas, le sol devait être très très mou, donc au final, on n'a que la forme générale. Oui, d'ailleurs, pareil, les remarques du genre « Oui, mais alors dans le lit d'une rivière, le courant aurait dû les effacer. » Vous voyez pas le problème? C'est que c'est un lit de rivière en 2022, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les environnements changent beaucoup, surtout en 113 millions d'années, époque à laquelle le dinosaure qui les a faites a vécu. Alors j'ai aussi vu des trucs sur les datations, parce que 113 millions d'années, c'est beaucoup trop, on ne sait pas si... On sait dater des roches, alors je vais pas vous expliquer tout le principe puisque c'est compliqué, vous imaginez bien. En plus j'ai pas tout compris, mais il faut bien se dire que si jamais ces datations faites aux États-Unis sont fausses, ça veut dire que toutes les autres sur toute la planète sont fausses puisque tous les laboratoires du monde tombent sur les mêmes chiffres en faisant les mêmes calculs. Donc bon. Et pour la faire courte, ce genre de datation c'est basé en fait sur les changements d'éléments, dont les éléments radioactifs, enfin les changements d'état des éléments dont radioactifs. Et c'est un peu ce qui permet par exemple de créer de l'électricité dans les centrales nucléaires. Donc autant vous dire que c'est plutôt fiable et c'est pas le genre de truc qu'on prend à la légère. On garde donc ce chiffre de 113 millions d'années en arrière, ce qui nous emmène à la fin du début du Crétacé. Oui, alors en fait parce que le Crétacé c'est une période tellement grande qu'on l'a partagé en deux, donc Crétacé inférieur, Crétacé supérieur, et 113 millions d'années, donc ça nous emmène au début de la fin de la première période. Alors ouais, déjà qu'imaginer des siècles, des décennies à l'échelle d'une vie humaine, c'est compliqué. Alors oui, des millions et des milliards d'années, ouais, c'est encore un level au-dessus, on est d'accord. Donc, à la fin du début du Crétacé, il y a 113 millions d'années, les continents sur Terre ressemblaient à peu près à ça. Alors j'ai trouvé cette super image qui montre un peu l'évolution de la Terre durant le Crétacé, et du coup c'est parfait pour illustrer ce que je voulais, donc on va revenir ici au Mid-Crétacéus, le milieu du Crétacé. Et si on va à l'endroit qu'on appellera bien plus tard les États-Unis, on remarque quoi? Que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, et qu'au niveau du Texas, on est sur un territoire bordé par un océan et une mer intérieure. Comment sait-on ça? Déjà grâce à la composition des roches, la géologie, mais sinon encore plus simple, on retrouve plein de fossiles de poissons et de reptiles marins dans ces coins-là. Du coup on en déduit quoi? Ouais, voilà. C'est comme par chez nous en Europe, on retrouve aussi plein de poissons, reptiles marins, des tortues marines, etc. Du coup, qui dit mer dit mer peu profonde, dit littoral, dit vase, dit sol meuble.
dit terrain très propice à laisser des empreintes, bien plus que dans un désert ou une forêt par exemple. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'en France, encore une fois, on retrouve pas mal de pistes d'empreintes, que ce soit de sauropodes comme à Dinopline dont j'ai déjà parlé vite fait un jour, ou même plus étonnant, des empreintes de ptérosaures comme à la plage des ptérosaures tout simplement, qui a été bien pratique pour savoir un peu mieux comment ils se déplaçaient sur la terre ferme et dont j'espère parler aussi un jour. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a rien de magique là-dedans, hein, c'est juste que, en plus j'ai vu aussi des comme par hasard on retrouve ça qu'aux États-Unis. Bah non, hein, non, on en retrouve par chez nous, on en retrouve beaucoup aux États-Unis, mais oui, il y en a aussi dernièrement pas mal en Chine. J'en ai vu en Afrique du Sud, il y en a pas mal aussi en Amérique du Sud. Et ça, c'est que pour les dinosaures, donc que pour le Mésozoïque, hein, mais les périodes d'avant, d'après, ça marche aussi, on en retrouve sur toute la planète. Je veux dire, en fait, c'est obligé de les retrouver, puisque même si le phénomène de fossilisation est rare, qu'on les découvre derrière, c'est rare aussi, tout ce qu'il nous faut, c'est un terrain propice. Donc ça peut être, j'en sais rien, moi, une plage, de la vase, un lac, un marécage, n'importe quoi, ce que vous voulez de mou, sauf un ventre de Carnot. Bref, il faut juste ça et qu'une bestiole marche dessus. Et depuis les millions d'années que la vie terrestre existe, forcément, c'est arrivé un nombre incalculable de fois. Donc statistiquement, c'est obligé en fait que ça soit arrivé et qu'on tombe dessus à un moment. Et pour les États-Unis, à part cet anti-américanisme primaire, c'est logique d'en trouver pas mal là-bas aussi, puisque ça fait un moment que la paléontologie existe, et surtout que le pays est très grand. Enfin, on en retrouve aussi beaucoup en Chine, parce que forcément, plus le pays est grand, plus tu as de chances de retrouver ça. Moins retrouvé au Luxembourg, par exemple. Il y a aussi des empreintes de dinosaures, je sais pas, en Australie, hein, où même d'ailleurs les aborigènes pensaient que c'était laissé par des oiseaux géants. Alors ils n'étaient pas très loin, hein, quelque part, mais bon, en même temps, quand tu vis à côté des émeux, le lien est plus facile. Hein. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas attendu l'invention de la paléontologie en Occident pour se demander qu'est-ce que c'était que ces traces bizarres et ces squelettes que Homo sapiens se trouvait un peu partout. Tiens, pareil, j'ai vu aussi, oh là là, on trouve beaucoup d'empreintes de dinosaures en ce moment, comme par hasard. Bon, oui et non, hein, comme j'ai dit, c'est partout et tout le temps, mais entre le temps de la découverte, qu'une équipe se penche dessus, que des études sortent, que les médias s'y intéressent, forcément ça prend du temps. Mais en fait non, c'est tout le temps dans tous les pays. Hein. Mais c'est vrai qu'en 2022, c'était pas mal chargé niveau découverte. Mais encore une fois, rien d'étonnant, hein, surtout après les 2 ans de Covid où c'était un petit peu mis en pause. Hein. Il y a aussi le fonctionnement des réseaux qui fait que tu cliques, tu commentes sur un sujet, l'algorithme va te proposer des trucs en rapport avec ce sujet, du coup ça te donne l'impression qu'il n'y a que ça, ce qui est vrai mais pas totalement vrai non plus. Moi par exemple je sais que mes fils d'actualité sont remplis de trucs sur la paléontologie, mais parce que je m'y intéresse de base. Mais si je commençais à cliquer et commenter des articles sur l'astronomie, l'algorithme me proposerait que ça et j'aurais l'impression que on découvre des nouvelles planètes tous les jours, ce qui est peut-être vrai, je sais pas. Tout ça pour dire que attention aux conclusions un peu hâtives, hein. C'est pas parce qu'on voit que ça que oulala c'est bizarre, non, c'est juste le fonctionnement de l'algorithme. Même si c'est vrai, je leur dis, mais en 2022 il y a eu beaucoup de publications, donc forcément ça intéresse un petit peu plus les médias traditionnels. Hein. Je crois que j'ai fini mon coup de gueule. Ah non, il y a un autre truc aussi dont je voulais parler, qui me chiffonne un peu et je vous explique un peu pourquoi. Alors on a vu pas mal aussi qu'on savait à qui appartenaient ces traces, sous-entendu on sait quel dinosaure c'était. Et il s'agit de lui, l'Acrocanthosaure, un nom pas facile qui a donné pas mal de problèmes de prononciation aux présentateurs qui ont parlé de l'affaire, mais je ne vais pas me moquer des prononciations, je serais très mal placé pour ça. Non, le souci c'est qu'on ne peut pas savoir s'il s'agit vraiment de ce dinosaure, hein. C'est pas pour rien que les fossiles d'empreintes de pas de ou de terrier par exemple ont leurs propres appellations parce qu'on ne peut pas les attribuer avec certitude à telle ou telle espèce, sauf cas très très rares. On appelle ça des ichnofossiles pour bien les différencier des fossiles classiques. Par contre, le truc super bien, c'est que grâce à ça, je peux utiliser cette vidéo comme illustration, comme il s'agit d'Acrocanthosaure, que c'est super bien fait et que je vous conseille toute la chaîne de la personne à l'origine de cette vidéo. Parce qu'il gère sa fougère, sa race, et comme il est anglophone et abonné à ma chaîne, je vais lui adresser un petit message. Hello Julian, congratulations for your work and videos, keep it up. Vous avez vu, mon accent s'améliore quand même. Hein. Mais alors pourquoi attribuer ces empreintes à Acrocanthosaure, hein? En fait c'est simple, c'est parce que c'est un dinosaure théropode, donc un carnivore bipède, découvert au Texas dans des roches datant du Crétacé inférieur. Donc on a la bonne taille, le bon endroit, la bonne période, c'est parfait. Sauf qu'on ne peut pas être sûr à 100% que c'est bien Acrocanthosaure et non pas un autre dinosaure du même gabarit qui vivait au même endroit mais dont on n'aurait retrouvé aucun reste. Du coup, à défaut de preuves directes, ces empreintes restent des fossiles d'empreintes de pas avec leur propre dénomination.
Après, pour en dire un peu plus dessus, on sait aussi que c'est un théropode parce qu'à certains endroits, on voit clairement la trace des griffes laissées dans le sol, ce qui indique d'ailleurs que ce sol n'était pas pareil partout. Plus il est mou, plus les empreintes sont profondes et peu nettes. Plus il est solide, entre guillemets, moins elles sont profondes, mais plus elles sont nettes. Si vous avez déjà fait de la poterie dans votre vie, vous voyez ce que je veux dire. Et s'il y a ce genre de griffes, c'est bien un prédateur et non pas un ornithopode ou un hadrosaure par exemple, qui ont aussi 3 doigts aux pattes arrière, mais des griffes arrondies et non pas pointues comme les théropodes. J'ai retrouvé ces images pour illustrer, même si tout est fait pour les rendre ultra visibles, je les trouve bien pratiques pour voir la différence entre les deux. En gros, pointu et long égale carnivore, donc théropode, hein, et arrondi et plus courte égale herbivore, donc ornithopode. Très vite fait, résumé et simplifié. Hein. Bon voilà, la vidéo était censée s'arrêter là, puisque c'est à peu près ce dont je voulais parler, hein, les empreintes, comment ça se fait, etc. Sauf que j'ai voulu creuser un petit peu plus le sujet, c'est le cas de le dire. Et du coup, on va rentrer dans une deuxième partie où on va rigoler un peu. C'est pour ça qu'elle a mis du temps un petit peu à sortir, parce que vous allez voir, je savais pas où je mettais les pieds. Et ben, j'ai pas été déçu. Alors, petite remise en situation, hein. Ouh là là, c'est trop bizarre, qu'on retrouve des empreintes aussi nettes au même endroit aux États-Unis comme par hasard. Vous savez ce qu'il y a juste à côté de ces empreintes? Des statues de dinosaures, avec une représentation très vintage on va dire, comme de par hasard. Et vous savez, ces statues font partie de quoi? Dinosaur Valley State Park, encore des dinosaures, comme de par hasard. Et regardez, il y a carrément un plan avec là où sont les empreintes, des aires de pique-nique, des parkings et même des toilettes. Attendez, c'est pas fini, parce qu'il y a carrément des bons avis sur TripAdvisor, même si apparemment, d'après Wilson 2002, il est difficile de voir les pistes, mais bon, c'était quand même très intéressant qu'il nous dit. GR Wilson 2002, et on est en 2022 comme de par... Non, j'arrête. Oui, en fait, toute la zone est réputée pour ses empreintes de dinosaures, hein. Et le Dinosaur Valley State Park, là, il a été construit en 1972. Et là, vous avez une photo d'une piste d'empreinte découverte en 1952. Bon, modernisée, hein, parce que la 4K en 1952, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est comme si tu t'étonnais de retrouver un gobelet Mickey en plein milieu de Disneyland. Bon, même si là, ça a été construit autour, hein, et pas l'inverse. Hein, on n'a pas construit ça, et après on s'est dit « Ah, trop bien, il y a des empreintes de dinosaures qui datent pile poil du Crétacé à cet endroit-là. » Non, bien évidemment. On a construit après. On n'a pas construit on n'a pas sculpté les empreintes de dinosaures non plus. Enfin, même si... Je vais pas trop en dire pour pas spoiler le reste de la vidéo. Tout ça pour dire qu'on connaît l'endroit depuis longtemps, qu'il est réputé pour ses pistes d'empreintes fossilisées, notamment beaucoup de sauropodes qui semblent poursuivis ou suivis en tout cas par de gros théropodes, qu'on identifie souvent comme des sauroposéidons et des acrocanthosaures, pour les mêmes raisons évoquées plus tôt. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'on voit cette scène de chasse d'acrocanthosaures dans les documentaires sur les dinosaures, hein. Tout vient de ces empreintes au Texas. Et si l'endroit était un vaste littoral, il n'y a rien d'étonnant, encore une fois, à y trouver des empreintes, hein, puisqu'il devait y avoir un bon nombre d'animaux s'y baladant. Et pareil, les empreintes du début ont été faites durant le Crétacé, mais la rivière qui les cachait jusqu'à cette sécheresse, elle est bien plus récente. Il n'y avait pas de rivière à cet endroit au Crétacé, hein, et désolé pour la qualité de la capture, mais ça doit être un documentaire pas tout récent. Donc voilà, niveau réflexion, pour se dire que tout a été inventé, je vous laisse juger, hein, surtout que, enfin, je dis, le truc est connu depuis tellement longtemps, on a littéralement sorti des pistes de terre, les découpé pour les envoyer dans plein de musées du monde, hein, dont certaines d'ailleurs qu'on n'a jamais revues, qui ont dû se paumer en route ou vendues sous le manteau, hein, je sais pas. En 1950, les suivis de colis, ça devait pas être trop ça. Et du coup, en parlant de fraude, on va attaquer la deuxième partie. Donc, on retrouve ce genre d'empreinte depuis 1930, il me semble. Alors, attendez, je la mets en plus grand et je vous explique ce que c'est. Alors, c'est bien une empreinte de théropode, hein, donc dinosaure carnivore avec 3 doigts aux pattes arrière. C'est pour ça qu'on voit ces 3 trucs, hein, c'est la marque des doigts et des griffes. Mais la boue étant boueuse, hein, je sais pas trop comment dire, une fois la patte ressortie, la boue recouvre en partie le trou laissé. Sauf que les dinosaures sont digitigrades, alors ça ne veut pas dire qu'ils kiffent le digital, mais qu'ils marchent sur leurs doigts, contrairement à nous ou plein d'autres animaux qui sommes plantigrades, ce qui veut dire qu'on marche sur notre plante des pieds. Voilà, pour schématiser, bon, c'est un torvosaure, mais ça marche aussi. Et si vous voulez en voir plus de cet artiste 3D, vous avez son Twitter en dessous. En tout cas, sa vidéo est très utile pour voir ce qui nous intéresse. Le genou, chez les théropodes, c'est ici. Et le tibia là, et le reste c'est tous les os qu'on a dans nos mains par exemple, et les empreintes qu'on voit c'est juste le bout des doigts, en gros. Attendez, ça va être plus clair. Ils marchent sur leurs doigts, alors comment expliquer ça? Vous voyez, en fait, eux ils marchent là-dessus. Et en fait c'est ça derrière qu'on voit qui est comme ça, et du coup ça donne cette espèce d'aspect où ils font tac 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 tac, comme chez les oiseaux.
Et du coup, bah, on voit bien, sur l'empreinte, on voit bien les traces des doigts, mais c'est un peu long derrière. C'est parce qu'en fait, la boue devait être tellement molle, et enfin, il s'est enfoncé tellement profondément qu'en fait, on voit le métatarse derrière, comme ça. Donc, il s'est enfoncé comme ça, et hop, en ressortant, bah, on voit les 3 doigts, plus un bout du métatarse derrière. Là. Bon, si je savais faire de la 3D, ou de l'animation, je vous aurais fait un truc stylé, avec une patte de dino qui s'enfonce dans la boue. Ou alors si j'étais moins feignant, j'aurais fait un truc avec de la pâte à modeler, j'en sais rien, j'aurais mis une petite blouse blanche, une casquette et des petites lunettes rondes là. Mais vous allez vous contenter de moi qui gesticule avec une figurine de dinosaure en plastique, et je me demande comment j'ai autant d'abonnés. Bref, pour en revenir à cette histoire d'empreinte un peu particulière, dont j'espère que vous avez compris le principe avec mon explication pas terrible, et ben vous savez, il y en a ce qui se sont dit en la voyant, bah du coup que c'était bien une trace de dinosaure, hein, mais que derrière en fait c'était la trace d'un pied humain, d'un géant. Donc ça veut dire que les humains et les dinosaures se sont côtoyés. Donc que tout a été créé en même temps. Du coup, c'est la preuve de la création divine. Et du coup, on va faire à cet endroit-là un musée avec une maquette de l'Arche de Noé. Et aussi, on va faire une tête de T-Rex avec de la salade dans la bouche, puisque de toute façon, tout le monde était vegan dans le jardin d'Éden. C'est pas une blague, ça existe vraiment. Bienvenue à Creation Evidence Museum, un endroit merveilleux avec une superbe maquette de l'Arche de Noé avec des figurines de bestioles dedans, certaines que j'ai d'ailleurs, hein. Ça doit être pratique de mettre des ptérosaures de plusieurs dizaines de mètres là-dedans, mais bon. Et il y a même des cuisines hein, pour nourrir tous les animaux du monde, hein, c'est trop bien fait. Ou encore de superbes empreintes de pieds géants dont certaines étaient à vendre avant l'ouverture du musée et fabriquées par une famille qui voulait se faire de la thune, mais chut, faut pas le dire. Bon, pour moi, ça vaut pas ce magnifique combat entre Gladiator et Carnotaur en ventre mou visible dans un autre musée du genre, mais c'est pas mal quand même. Je vous jure que musée, je l'ai mis entre 45 guillemets parce que ça me fait du mal de le dire. Hein. Et il y a aussi toutes les conneries, pardon, les preuves habituelles, hein, du genre le chaînon manquant, les fraudes archéologiques, blablabla, tous les trucs qu'on nous sort depuis 2 siècles. Pardon, j'ai peut-être exprimé un petit peu mon avis. Sinon, vous vous rappelez peut-être aussi de la vidéo de The Science Coder de Lenny sur le mythe des géants dans laquelle j'étais apparu, où il y avait un mec qui avait recréé soi-disant un système pour faire grandir les animaux comme c'était avant, avec son piranha géant qui n'en était pas un. Extrait. Donc je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai quand même l'impression que ton histoire de poisson agrandi à l'énergie électromagnétique pulsée du cul là, bah j'ai l'impression que c'est sacrément de la... Eh bien merci Cédric Jurassic pour ton expertise. C'est vrai que je suis vulgaire, hein, mais dans vulgarisation scientifique, il y a vulgaire, donc j'essaie d'en rassurer comme je peux. Du coup, son truc, là, l'énergie pulsée du cul, c'est dans ce musée. Voilà, je sais pas quoi rajouter. Hein, imaginez juste mon état d'esprit au fur et à mesure des recherches, hein, parce que je pars quand même de commentaires à la con sur Facebook pour finir dans un musée créationniste avec un T-Rex avec de la salade dans la bouche, en passant par la vidéo de Lenny là. Je peux vous dire que clairement j'avais pas prévu ça en commençant mon script. Donc voilà, pour résumer, non, retrouver des empreintes de fossiles dans un endroit qui est réputé pour ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Niveau intérêt scientifique, c'est pas foufou non plus, hein, parce que c'est des trucs qu'on connaît déjà depuis le siècle dernier, hein, contrairement par exemple, comme j'ai dit, à la plage des ptérosaures, là où ça a été très utile pour savoir un peu plus sur eux. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je suis désolé pour le temps que ça a pris, mais bon, comme vous l'avez vu, j'avais pas trop prévu ça, hein, donc n'hésitez pas à commenter ou partager, hein, histoire que je n'ai pas souffert pour rien. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, hein, si vous voulez voir plus de commentaires de genre que je chope sur Facebook. Facebook aussi, où je suis présent d'ailleurs, hein, où je partage pas mal de paléo art, comme sur Instagram. Je partage aussi un peu de ma vie quotidienne. Je suis aussi sur TikTok, où je partage certaines de mes vidéos coupées en petits bouts, ou alors des formats plus courts, en vertical, juste pour TikTok. Oui, vous avez vu, hein, je suis un peu partout. Hein, j'essaye, on va essayer de faire en sorte d'en vivre un jour, merde. Et pareil, comme d'habitude, en description, il y aura les liens vers les vidéos et les chaînes dont j'ai parlé, hein, notamment celle de Christopher, que je remercie encore pour son apparition et sa relecture. Et du coup, moi je vais vous laisser, normalement j'avais prévu de tourner des vidéos pour TikTok là, mais ça m'a un peu trop lessivé, du coup je vous dis à la prochaine.